Bonsoir à tous, bienvenue. Échange plein d'espoir entre Ahmed Bakayoko et les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Ils ont rencontré le Premier ministre ce jeudi et entendent prendre part à tout le processus de réconciliation nationale. La colère des boulangers après la folle rumeur de l'augmentation de la baguette de pain. Ils dénoncent les failles du secteur. Et puis entré en vigueur hier jeudi, le couvre-feu passe très mal à Dakar. Véritable scène de chaos dans plusieurs quartiers. Les manifestants dénoncent une mesure inefficace contre la Covid-19. Un espoir pour la décrispation de la situation politique en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne annonce solennellement qu'elle participera aux élections législatives après avoir boycotté la présidentielle et appelé à la désobéissance civile. Elle espère remporter le Parlement le 6 mars prochain. Nadja Eja. La coalition des plateformes et partis politiques de l'opposition dont fait partie le PDCI et le FPI prendra part aux législatives du 6 mars après avoir boycotté la récente présidentielle. Une information livrée par le président de la plateforme Pro-Gbagbo EDS lors d'une conférence de presse tenue ce 7 janvier. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui de façon solennelle qu'elle participera aux élections à venir. Une décision qu'il explique par la volonté de l'opposition de remporter la majorité parlementaire afin de contribuer à la consolidation de la démocratie. En d'autres occasions, nous n'allons pas pour faire la figuration. Nous allons pour remporter le Parlement et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain, malgré les difficultés, nous allons y aller et nous allons remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Au cours de cette conférence, la coalition a souhaité la poursuite du dialogue et des négociations pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Notons que cette participation de l'opposition législative est un pas vers la décrispation sociopolitique entamée depuis la réélection du président Alassane Ouattara en tant que président de la République. Les boulangers dénoncent le désordre dans leur secteur d'activité, un désordre caractérisé par le non-respect de la réglementation. Conséquence, la production du pain est devenue moins rentable et ses acteurs vulnérables. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. La folle rumeur d'augmentation du prix du pain est passée. Les Ivoiriens sont rassurés. Cependant, cette fausse information est symptomatique d'un grave malaise que vivent les boulangers ivoiriens. Les intrants ne cessent d'augmenter, notamment le prix du sac de la farine, qui a doublé entre 2004 et 2018. Certains boulangers rusent. Le pain ne fait pas toujours son poids de 200 grammes. On va voir même des pains de 150 francs le prix, vu le poids. Ça ne donne même pas envie d'acheter. En fonction du poids, on pourrait donner aussi les prix. Mais dans d'autres boulangeries, ce n'est pas ça. Vous pouvez voir un pain de 150 francs qui ne vaut même pas, ce qui ne fait même pas la valeur le prix n'a rien à voir avec le poids. À Bobo-Belleville, sur cette rue, une floraison de boulangeries au mépris de la réglementation. Un désordre que déplore le coordinateur de la zone, à Bobo-Anyama, du haut patronat de la boulangerie. Aujourd'hui, ceux qui ne respectent pas la distanciation des 500 mètres, ce sont les expatriés. Nous ne savons pas pourquoi. Il y a plein de nos confrères qui sont en confrontation avec des expatriés en justice. Le ministère du Commerce ne réagit pas. Si les tests ne sont pas respectés, la distanciation, il y a beaucoup de petites boulangeries qui seront obligées d'arrêter, de fermer. À cette situation s'ajoute la crainte d'une éventuelle augmentation de la farine par les meuniers. En 2004, la baguette du pain était fixée à 150 francs. Et à ce moment, la farine coûtait 9 000. Aujourd'hui, la farine coûte 18 500. Et nous apprendre encore le 15 janvier que la farine va passer à 20 000. Et si la farine passe à 20 000, qu'est-ce que nous devons faire? En attendant, la baguette de pain de 200 grammes coûte toujours 150 francs CFA. Pour stabiliser le prix, il faudra surveiller comme du lait sur le feu tous les acteurs de la chaîne des valeurs.
À l'heure de la réconciliation nationale, les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 entendent eux aussi prendre part au processus. Ils ont été reçus par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Selon le président du collectif des victimes, c'est un grand pas vers la cohésion sociale. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. J'ai perdu mon mari crise de 2010. En tout cas, ils n'ont qu'à venir à nos aides. Nous les veuves là, on souffre. Pour avoir de quoi manger là, c'est du problème. Souvent les matins comme ça, pour avoir l'argent pour donner à mes enfants là, c'est le problème. Je suis là, je paye maison. Je loue maison, 12 000 francs. Quand le produit de maison vient, mon cœur coupe. Parce que je n'arrive même pas à payer les maisons. Donc je suis arrêté là. C'est un Kabakour, je me lave avec mes enfants. Odette Kramo Afoué, habitant la commune de Yopougon, était parmi les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 qui ont effectué le déplacement ce jeudi à la primature. Elles entendaient porter leurs difficultés au locataire de la primature, Ahmed Bakayoko. Au terme d'une trentaine d'échanges, leur porte-parole en ressort satisfait. Depuis la fin de la crise, les victimes ont souhaité prendre leur place au cœur des différents processus de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de justice. Enfin, nous sommes heureux aujourd'hui. Le Premier ministre vient de répondre favorable à notre requête, qui est restée pendant longtemps sans suite. Nous sommes heureux. C'est un grand pas vers la réconciliation et vers la cohésion sociale. Nous avons estimé qu'aucune réconciliation, aucun dialogue politique en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la question des victimes. Le ministre en charge de la réconciliation nationale, Kouadio Konambertin, rassure que l'État ivoirien ne restera pas sourd aux requêtes. Le Premier ministre a pris en compte toutes leurs préoccupations. Le compte rendu sera fait au président de la République. En tout cas, le gouvernement veille à ce que tout se passe pour le mieux. Ils ont été clairs, non? Qu'ils sont venus prendre leur place dans le processus de la réconciliation. En tant que ministre de la réconciliation, je note cela. Il faut œuvrer dans ce sens et que nous puissions apaiser tous les cœurs. C'est plein d'espoir que ces victimes se sont séparées de leur hôte. Et puis à l'étranger, je vous le disais en titre, le Sénégal qui fait face à une deuxième vague de coronavirus a décrété un couvre-feu. Un couvre-feu de trop, selon des jeunes sortis massivement hier soir et prêts à en découdre. Ils dénoncent une mesure inefficace et inacceptable. Yeli Traoré. Face à une augmentation fulgurante des contaminations au Covid-19, dans des cas sévères et du nombre de décès, le Conseil des ministres du mercredi a décidé d'instaurer un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mercredi soir dans les régions de Dakar et de Thiès qui concentrent presque 90% des cas de contamination par le coronavirus selon les autorités. Le port du masque sera obligatoire et les larges rassemblements interdits. Cette décision intervient 6 mois après qu'un premier état d'urgence a été levé dans l'espoir de relancer une économie durement affectée par les restrictions sanitaires lors de la première vague de l'épidémie. Des incidents ont été rapportés dans plusieurs quartiers de la capitale comme la Médina ou Yoff et dans la banlieue à Pikine, Guédiawaye ou Tiaroy. C'est à 7 heures que je devais aller au travail. Je suis un père de famille et on m'empêche de travailler. Cette décision prise par Macky Sall d'instaurer un couvre-feu n'a pas de sens. Il aurait dû au moins passer par l'Assemblée nationale. Mais nous demander d'aller nous coucher à 21h subitement, ce n'est pas normal. On dirait qu'il se considère comme un roi. On est nombreux à travailler la nuit. On gagne notre argent au jour le jour. Et là, on nous empêche de travailler la nuit. Le travail de livreur marche mieux la nuit à Dakar. Durant la journée, c'est pas évident. À côté de ceux dont les activités sont perturbées par l'instauration du couvre-feu, il y a ceux qui ne croient tout simplement pas à l'efficacité de la mesure. Ce n'est pas le couvre-feu qui va faire partir le virus. Les rassemblements continuent d'avoir lieu dans les bus et les marchés de la journée. La mesure est inefficace. Après un recul, le Sénégal fait face à une deuxième vague de la maladie. Comme ailleurs en Afrique, les chiffres sont loin d'atteindre ceux annoncés sur d'autres continents. Mais la maladie met sous tension le système sanitaire de ce pays qui a déclaré plus de 20 000 cas de contamination et 433 décès. Toujours en Afrique de l'Ouest, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prêté serment
pour un second mandat ce jeudi. Il a été investi après une bagarre au sein du Parlement hier mercredi, une bagarre entre députés du parti au pouvoir et de l'opposition à couteau tiré sur le vote de leur président. L'opposition qui rejette par ailleurs toujours la victoire du président réélu. Ce dernier, après son investiture, a salué l'élection du nouveau président du Parlement qui est issu de l'opposition ghanéenne, sans pour autant commenter les événements de la nuit dernière. Une nuit dernière également mouvementée à Washington avec une scène difficilement imaginable dans un pays qui se présente comme la première démocratie au monde. Le Capitole où siège le Congrès était en proie au chaos après l'irruption de manifestants pro-Trump mobilisés contre la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Après coup, sa victoire a été validée et Donald Trump contraint à quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Yéli Traoré. C'est au milieu de la nuit et après le rejet d'objections émises par des élus républicains que le vice-président américain Mike Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Nous avons pris note que Joe Biden et Kamala Harris seront le président et la vice-présidente selon les bulletins de vote qui nous ont été remis. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection contre une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole, interrompant les débats. Les images prises de l'intérieur du majestueux bâtiment situé au cœur de la capitale fédérale américaine marqueront l'histoire. Le leader de la majorité républicaine au Sénat condamne la foule déchaînée qui a pris d'assaut le Capitole, alors que le leader de la minorité démocrate au Sénat condamne avec des mots très durs. Le comportement criminel ne dominera jamais le Congrès des États-Unis. Cette institution est résistante. Notre République démocratique est forte. Le peuple américain ne mérite rien de moins. Ceux qui ont commis ces actes répréhensibles ne peuvent pas être appelés des protestataires. Non, il s'agissait d'émeutiers et d'insurgés, de voyous et de malfrats, de terroristes nationaux. Ils ne représentent pas l'Amérique. C'étaient quelques milliers d'extrémistes violents qui ont tenté de s'emparer du bâtiment du Capitole et d'attaquer notre démocratie. Ils doivent et devraient être poursuivis dans toute la mesure de la loi par cette administration, espérons-le. Sinon, certainement par la prochaine. Ces violences des supporters de Donald Trump à l'intérieur du Capitole, mercredi 6 janvier, ont fait 4 morts. L'une des personnes décédées a été identifiée par plusieurs médias américains comme étant une vétérane de l'armée américaine. Des militaires de la garde nationale ont été envoyés à Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville où l'état d'urgence sera prolongé durant 2 semaines. Dans un communiqué publié tôt ce jeudi 7 janvier, Donald Trump promet désormais d'organiser une transition ordonnée du pouvoir à son adversaire démocrate Joe Biden le 20 janvier. Retour en Côte d'Ivoire, comment se déroule le mariage traditionnel? Nous sommes allés à la découverte du mariage en pays malinké, entre l'attachement de kola, la pose du djabi ou encore la danse au rythme du djembé. Vous allez voir toute la richesse de la culture malinké dans NCI Reportage, un extrait. Dans la cour extérieure, les femmes des deux familles se préparent pour le Worotlan ou le partage du kola, ce qui signifie qu'une date et un lieu ont été fixés pour le mariage. Le Worotlan consiste à associer des friandises, des dattes au kola pour les offrir aux convives. On attache un peu, chaque famille qui arrive, chaque personne qui arrive, on lui donne un peu, que notre fille a eu mari. Donc voilà ça, c'est ça qui montre qu'on sait que leur enfant a eu mari. Un reportage à retrouver juste après Sans réserve, présenté par Ali Djarasouba et avec comme invité ce soir le maire de Thiès-Salé et DG de l'éléphant déchaîné à Salé, Tim Mokouf. Excellente soirée à tous.